Tous, nous avons en commun d'avoir été petits et d'avoir été bercés par les mêmes contes de fées. Et puis tous, nous avons grandi, eu accès à d'autres récits, et nous avons oublié peu à peu ceux de notre enfance. Moi, pendant 30 ans de ma vie, j'ai été obsédée par une histoire, un conte d'Andersen, Le vilain petit canard. Vous vous souvenez, ce petit canard qui est différent des autres et qui est rejeté par les siens et qui, après 1000 épreuves, découvre qu'il est en fait un cygne et qui se sent enfin comme tout le monde. Pendant des années, je me suis demandé avec anxiété, est-ce que moi aussi, j'aurai un jour la chance de découvrir qu'il existe une espèce à laquelle j'appartiens. Mon histoire commence dans les années 60, dans un quartier populaire de Paris, au fond d'une impasse. Ma mère est orpheline depuis l'âge de 13 ans et elle n'a que 17 ans quand j'arrive dans sa vie. Nous sommes élevés toutes les deux par sa grande sœur, ma tante donc, que je considère comme ma seconde mère. D'ailleurs, toute ma vie, je parlerai de mes deux mamans. Mon père est beaucoup moins gentil que mes deux mamans. Il est très coléreux et j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Alors, je voudrais vous présenter ma famille. Ici, vous allez voir ma mère et ma petite sœur, et puis mon père et la tante dont je vous parlais. Et là, c'est moi. Alors, comme vous pouvez le remarquer, sur ces vieilles photos, je ne leur ressemble pas du tout. Je m'aperçois très vite que ma peau est plus foncée que celle de mes parents. Mais ma mère m'a fait comprendre très vite que je n'avais pas été adoptée. Alors, dans ma tête d'enfant, si je ne ressemble pas à mes parents et à ma sœur, c'est que je ne suis pas normale. Et ça se confirme parce qu'en petite section, dans la cour, on me maltraite, on me brutalise, je suis la seule enfant de couleur, et on m'appelle la négresse. Je me sens tellement mal qu'à 3 ans et demi, je ne mange presque plus. Tant et si bien que la direction d'établissement demande à ma mère de me changer d'école. Ma nouvelle école est très particulière. Il y a une petite fille qui boite, il y en a une qui arrive d'un pays en guerre, une autre qui dit rien, et puis qui se balance d'avant en arrière. Nous sommes toutes des vilains petits canards dans cette école, alors je me sens en sécurité. Et alors, mes résultats scolaires deviennent excellents, et en 6e, j'accède à un collège normal. Et là, je me dis que je vais peut-être enfin être comme les autres. Mais dans ce collège, on ne m'appelle plus la négresse, mais le perroquet. Alors vous allez me dire, passer de vilain canard à perroquet, c'est quand même une promotion. Mais je ne le prends pas étonnamment comme ça. Alors, pourquoi le perroquet? Parce qu'on ne m'a pas appris à m'habiller. Alors, je mélange toutes les couleurs, les rayures, les points, le jaune pétard, le rouge. Et puis, ma mère ne sait pas coiffer les cheveux frisés. Alors, elle me les coupe très courts. Et on me prend pour un garçon. Une fois, un petit garçon à qui on demande de me tenir la main, il s'écrie « Ah non, pas elle! Elle est trop moche !» Je me dis que je dois être vilaine, mais qu'au moins, il a repéré que j'étais une fille. Ça, c'est un progrès. Alors, au lycée, en seconde, je prends une grande décision. Je demande de l'aide. Je demande à mes camarades de classe de m'expliquer comment il faut choisir ses vêtements, quelles sont les tenues qu'il faut porter, comment on prend soin de soi, quelles sont les musiques qu'il faut écouter. Et, surprise, tous ceux que je sollicite me viennent en aide. Alors, je les imite autant que je peux. Et à l'approche du bac, j'ai une camarade de classe qui remplit un dossier pour une école de commerce. Je n'ai aucune idée de ce qu'est une école de commerce, mais je remplis le même dossier. Et je suis admise en prépa, puis en école de commerce.
Et là, je fais comme les autres boursiers, je fais des tas de petits boulots. Et il y a un job d'été qui fait rêver toutes les autres filles de l'école. C'est hôtesse de l'air saisonnière sur Air France. Ça me paraît mais inaccessible, parce que les hôtesses de l'air, elles sont très belles. Et à l'époque, elles sont plutôt très blanches. Mais je postule, et la chance me sourit, je suis prise. Et je me souviens, quand je monte dans l'avion pour la première fois, avec mon uniforme d'hôtesse, qui ressemble à celui des autres hôtesses, je m'écrie devant l'équipage complètement médusé, « Ça y est, je suis un cygne !» Je me sens enfin jolie à cette époque-là, et c'est à 20 ans à peu près que j'apprends que mon père n'est pas mon père. Alors vous allez me dire, vu les photos, elle n'est pas super perspicace. Elle aurait peut-être pu s'en douter un peu, c'est vrai. Mais c'est quand même un énorme choc. En fait, avant de rencontrer son mari, celui qu'on m'a toujours présenté comme mon père, ma mère a eu une aventure avec un monsieur antillais, marié, dont la famille était en Martinique. Ma mère se retrouve enceinte et le monsieur est bien embêté. Alors il lui suggère d'aller en Angleterre se faire avorter. Mais elle n'a pas d'argent et lui non plus. Alors lui, il va voir sa grand-mère et il lui demande de lui prêter la somme sous prétexte qu'il a envie d'un beau poste de radio. Sauf que la gentille grand-mère, le lendemain, elle ne donne pas l'argent dont il a besoin, elle lui offre un magnifique poste de radio. Certains d'entre vous ont peut-être été conçus sur des très belles chansons. Moi, je suis ici grâce à un magnifique poste de radio. Maintenant que je me sens jolie, je suis réconciliée avec ma couleur de peau. Mais si, cette fois-ci, je veux absolument ressembler aux autres, c'est au niveau du statut social. Je veux ressembler à ceux que j'ai fréquentés en école de commerce. Alors, avec mon diplôme, je postule pour un poste qui gagne de l'argent. Je ne deviens pas ultra riche, mais plus que mes parents. Et là, je fais comme Pretty Woman. Je copie la façon dont il faut se tenir à table pendant les déjeuners d'affaires. Je m'inscris dans les cours de gym en vogue. Je prends des cours de ski et des cours d'équitation. J'imite mes nouveaux collègues et j'y parviens parfaitement. Je fais maintenant partie de ce milieu qui n'est pas le mien. Je me dis que j'ai tous les ingrédients pour avoir confiance en moi. Je me sens jolie, j'accepte ma couleur de peau, j'ai le bon milieu social. Et pourtant, c'est à ce moment-là que je tombe en dépression. Depuis toute petite, je pensais qu'il me fallait ressembler aux autres pour être heureuse. Or, j'ai tout appris, sauf le bonheur. Alors, tout en travaillant, je reprends des études et j'étudie les sciences du comportement et notamment les travaux de recherche sur l'épanouissement. Et je me découvre une passion pour un nouveau métier, la formation. Alors, je forme des personnes de plus en plus qualifiées et puis je suis nommée à la tête d'un grand département qui gère des grands projets de formation. Je commence à m'épanouir dans mon travail et c'est là que je fais une rencontre qui va me donner la clé pour être heureuse. Ça se passe à la gare de Lyon. Un jour, il y a des intempéries telles que les trains sont annulés ou retardés. Et il y a, au lieu de la grogne habituelle, des éclats de rire. Alors, je vais voir ce qui se passe. Et là, il y a un agent d'accueil monté sur une estrade improvisée et il harangue la foule. Qui a le plus de retard? Est-ce que c'est vous, les Lyonnais? Et les Lyonnais hurlent « 40 minutes! 40 minutes !»
Les Marseillais, c'est votre dernier mot. Alors il y a Marseille qui hurle. Marseille, 50 minutes, 50 minutes. Et au fond, on entend des voix qui s'élèvent. Belfort, on a gagné, on est annulé, on est annulé. Il met le feu à la gare de Lyon. Alors j'attends qu'il soit seul, et puis je vais l'aborder et je lui dis, mais comment vous faites pour faire sourire des personnes quand les trains sont annulés? Et il me dit avec un sourire, c'est simple, quand je me lève le matin, j'ai qu'une seule idée en tête, pourvu que j'arrive à faire sourire au moins une personne dans ma journée. Et vous voyez, les gens ont souri. Et il poursuit, au début j'avais du mal, je faisais sourire 1 à 2 personnes par jour, puis après je suis passée à des groupes, puis maintenant je fais sourire des foules. Cet agent d'accueil, il est exactement comme tous les autres agents d'accueil. Il a le même uniforme et il a le même métier. Mais il a quelque chose en lui qui le rend complètement unique, qu'il a travaillé, développé. Il a une sorte de talent, une signature. Il se définit comme un fabricant de sourires et je sens bien que lui, il est heureux. Alors, j'approfondis mes recherches, je travaille pendant des années et je finalise une démarche qui permet de découvrir son talent signature. Le talent signature, c'est le type précis d'activité qui vous permet de vibrer et d'exceller. C'est le type précis d'activité dans lequel vous excellez et qui vous fait vibrer. Quand vous le découvrez, vous pouvez évidemment le développer et le cultiver et l'utiliser dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Le talent signature, ça donne plus de sens, mais aussi plus de lumière à votre quotidien. Alors, quand j'ai finalisé la démarche, eh bien, je l'utilise avec des grands groupes comme aujourd'hui. Et je démarre toujours en posant 3 questions. Première question, si vous analysez votre passé, quelles sont, dans toutes les activités que vous avez pu faire, celles dans lesquelles vous avez le sentiment d'être le plus compétent ou la plus compétente, et celle qui vous a apporté le plus de plaisir en même temps, compétence plus plaisir. Deuxième question, dans ce que vous faites aujourd'hui, professionnellement ou hors professionnel, quelles sont les activités, les tâches, les missions dans lesquelles vous avez le sentiment d'exceller et qui vous font vibrer, qui vous font battre le cœur? Troisième question, imaginons que je vous donne à chacun et chacune d'entre vous 100 millions d'euros. Beaucoup d'argent, hein? Mais il y a une condition, vous devez exercer un métier, celui que vous voulez. Quel est le métier que vous exerceriez? Et pourquoi? Alors, quand on analyse la réponse à ces 3 questions, on est sur la bonne voie pour découvrir votre talent signature. Et c'est lors d'un séminaire que je me fais cette réflexion et je me dis, mais finalement, l'histoire du vilain petit canard m'a induite en erreur. C'est vrai, ressembler aux autres, ça paraît une excellente idée. Qui d'entre vous n'a jamais voulu avoir le même physique ou la même confiance en soi ou le même niveau de vie que les autres? Moi, ça a été un véritable moteur que de vouloir ressembler aux autres. Ça m'a permis de me dépasser dans tous les sens du terme. Jusque-là, l'histoire du petit canard, elle est juste. Mais après, il manque l'essentiel. Et je l'ai compris quand j'ai rencontré un grand généticien qui travaille sur le génome humain. Il me dit, est-ce que vous savez que votre empreinte digitale est unique? Même des vrais jumeaux n'ont pas la même empreinte digitale. Mais, ajoute-t-il, en décodant le génome humain, on s'est aperçu que votre empreinte digitale n'a jamais existé. Jamais. Et encore plus fort, elle n'existera plus
jamais. Vous êtes une personne complètement unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'était ça la pièce qui manquait pour donner du sens à mon histoire. L'histoire d'une petite fille qui toute sa vie voulait ressembler aux autres, qui finit par y arriver, mais qui réalise que ce qu'il lui faut finalement cultiver et développer, c'est son propre talent, sa propre signature. Autrement dit, quand on croyait être un canard, découvrir qu'on est un cygne, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un début. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est d'abord pour rendre hommage à mes deux mamans, à qui je dédie cette conférence. Mais c'est aussi pour vous dire que vous êtes chacune et chacun d'entre vous unique. Vous êtes tous et toutes porteurs de talents qui ne demandent qu'à être développés. Et que vous soyez conférencière, formatrice, auteur comme moi, ou agent d'accueil Gare de Lyon, vous pouvez faire une différence, laisser une empreinte. Vous pouvez même peut-être changer des vies. Et vous devez avoir confiance en vous. Et vous devez le faire. Parce que ce que vous pouvez apporter au monde, personne d'autre que vous ne pourra jamais l'apporter. Merci.